bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Cyrus, et on se retrouve pour le 63e épisode de notre podcast hebdomadaire sur l'actualité footballistique européenne. Et aujourd'hui, je serai accompagné de nos fidèles contributeurs que sont Alexis. Bonsoir. Camille. Salut tout le monde. Et Grégory, notre spécialiste concernant le football portugais, arrivera au cours du podcast. Donc aujourd'hui, dans cette première partie, nous parlerons de ce qui s'est passé dans le football français, c'est-à-dire Ligue 1, Ligue 2, National 1, National 2 notamment, voire peut-être National 3, vu que peut-être qu'Alexis nous donnera quelques éléments sur d'anciennes gloires qui ont joué pour Bordeaux en N3, pour le coup. Et ensuite... donc on parlera du football, de ce qui s'est passé également en Espagne. Et lorsque Grégory nous rejoindra, du football portugais également. Il y a eu notamment un gros match entre le FC Porto et le Sporting Portugal. Mais en premier lieu, nous parlerons donc de ce qui s'est passé en France. Et Alexis, allons-nous du bas vers le haut ou directement de la Ligue 1 vers... la nationale. 1, 2, 3. Bon, on peut faire la Ligue 1. On va commencer de la Ligue 1. Bien sûr, bien sûr. Alors, donc concernant la Ligue 1, bon, actuellement il y a bien sûr le PSG qui est en train de jouer contre Lille. Il y a 2 ans pour Paris. C'est exactement, le deuxième but vient d'être marqué par... oui, on peut le dire, vient d'être marqué par Barcola, puisque c'était à la 37e minute et on est à environ 37-38e minute. Donc c'est le dernier match de la 3e journée de Ligue 1. Journée qui avait démarré le 30, avec un Lyon-Strasbourg au programme. Un match à rebondissement. Avec beaucoup de rebondissements. On pensait Lyon, au début, ça partait sur un bon rythme, un bon petit match de foot. Puis ça s'est emballé. C'est vraiment deuxième mi-temps où tout se fait, où vraiment, je pense que les supporters lyonnais sont passés par tous les états. Entre l'égalisation, puis le fait que derrière Strasbourg mène, prend le large, puis la réduction du score, l'égalisation et derrière le but de la victoire, et tout ça s'est fait sur un laps de temps assez court, hein, quand même. Ça s'est fait sur une trentaine de... Allez, 30, j'exagère un peu. C'est même pas sur... Oui, si, hein, sur une trentaine de minutes globalement, puisque c'est de la 48 à 72, donc on est à un peu moins de 30 minutes. Franchement, on a eu du spectacle. On a vraiment eu du spectacle. Ça, je pense que les supporters lyonnais en ont eu pour leur argent. Je pense qu'on a eu une vraie dramaturgie dans ce match. Ouais, clairement. Avec, comme tu l'as dit, des rebondissements, avec beaucoup de buts quand même. Parce que il pourrait y avoir une dramaturgie avec un 1-0 ou un 1-1. C'est ça. Mais là, on est quand même sur un 4-3. Donc, c'est-à-dire que les supporters ont quand même vu 7 buts. Et je pense aux Strasbourgeois qui ont fait le déplacement, qui ont vu leur équipe marquer 3 buts et qui perdent quand même à la fin. C'est chaud quand même. C'est triste un petit peu. C'est ça, surtout qu'ils menaient quand même 3-1. Donc, oui, en effet, ils ont mené en gros 3 fois au score. Hein. La première fois, ils se sont fait rattraper. Après, 1-2, 1-3 et ils ont derrière craqué. Mais pour le coup, coaching quand même gagnant, pour le dire, de Pierre Sage sur sa première période de changement, bien sûr, hein, puisqu'après, il y en a eu 2. Donc les deux remplaçants, que Fofana ou Orban, les deux ont été décisifs, puisque c'est Orban qui met le 3e et le 4e but, et Fofana passeur décisif sur le 4e but lyonnais. Donc les gars, hein, beau coaching gagnant à ce niveau-là du côté de Lyon. Après, ce qui peut, entre parenthèses, ternir la performance, c'est au volet défensif pour Lyon, dans le sens où
ça fait quand même beaucoup de... Il y a la victoire au bout. Bien évidemment, on retiendra quand même la victoire au bout. Par contre, ça fait quand même 9 buts encaissés en 3 matchs. C'est assez inquiétant, je dirais. Après, bon, on dira, c'était Rennes, Monaco, Strasbourg. Oui, mais quand même 9 buts encaissés en 3 matchs, ça fait Et puis, beaucoup. et puis même Rennes et Monaco, ok, mais Strasbourg, tu vas pas me dire que c'est l'équipe que tu crains en Ligue 1, toi. C'est Même ça. si ça joue bien, sans vouloir rien enlever au Racing, quoi. C'est pas, je veux dire, c'est comme les équipes qui jouent contre Metz, quoi. Quand on est en Ligue 1, ils se disent pas, attention, on va prendre des buts contre Metz. Waouh. C'est ça Donc, exactement. Donc, et on parle de Lyon, quoi. C'est pas, ouais, c'est pas une petite équipe, quoi, qui viendrait, qui ferait 2 ou 3 montées de suite, comme si, je sais pas, un Pau ou un Rodez se montait maintenant en Ligue 1, quoi, ou des trucs comme ça. c'est ça, c'est censé être un des moteurs du championnat et prendre quand même 3 buts. Enfin, prendre 3 buts, ça peut arriver. Le problème, c'est que là, comme je le dis, c'est leur neuvième but encaissé en 3 matchs. Ça fait vraiment beaucoup. Et bah, va falloir qu'il y ait des changements. Hein, enfin, il va falloir qu'il y ait des réglages plutôt. Des réglages, parce que des changements, il ne peut plus y en avoir au niveau défensif. Parce que c'est. Bon, peut-être que la trêve internationale arrive à souhait. Mais va falloir ouais, que la défense lyonnaise monte, monte en régime, puisque là, c'est quand même assez compliqué à ce niveau-là. Mais belle victoire quand même pour Lyon. Brest, qui, après 2 revers, dont une raclée contre l'OM, se remet en confiance, démarre véritablement son championnat en gagnant contre Saint-Etienne assez largement d'ailleurs au passage, 4-0 avec un but de l'ancien de... Enfin, l'ancien, il est prêté, il n'appartient pas il n'appartient pas à Brest, mais... Le milieu de terrain qui vient de Saint-Etienne, Camara. Ah, moi je C'est pensais bien de pas... lui que tu veux pas. Alors, je parlais pas de Camara, j'allais parler de d'Ayork, Ah oui, 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 en effet. qui n'est que... Bah, d'ailleurs, du coup, Alexis peut en parler aussi, d'ailleurs, que lui C'est qui le ça, connaît bien. qui est seulement prêté, parce que j'ai dit transféré, non, il est juste prêté à Brest pour cette saison. C'était bref. Mais c'est vrai que oui, le premier but, c'est par un ancien de la maison, Madi Camara. Enfin, Et qui d'ailleurs a été rejoint par un ancien coéquipier aussi à Mayence. Arrivé dans les dernières minutes du mercato. ah, belle information. Belle, belle info, celle-ci, je ne le savais point. C'est Edmilson Fernandez. Ok. Je ne savais pas, mais c'est toujours bon à savoir. C'est ça. Parce que, effectivement, je ne savais absolument pas. Un bon milieu, bon joueur défensif, quoi. Oui, ouais. Ensuite, il y a Nantes qui, mine de rien, même si l'adversité, enfin, qui mine de rien, continue à faire son bon petit bout de chemin. Victoire 3-1 contre Montpellier, 7 points pris en 3 matchs. Après, c'était des matchs enfin, où il y avait la capacité de pouvoir prendre des points. Montpellier, Auxerre, Toulouse. Nantes a fait le job globalement. 7 points pris en 3 matchs. Montpellier, j'ai l'impression que c'est vraiment compliqué de nouveau hein, cette saison. Exactement, oui. Exactement, ça semble compliqué. Faut qu'il sorte les doigts d'où je pense, hein, parce C'est que ça. sinon, C'est ça, ça pourrait sinon la saison risque d'être très longue pour les Payadins. très 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 longue en effet. L'OM qui jouait contre Toulouse, à Toulouse du coup, a joué Gros match. très Gros match. gros match en effet. Toulouse qui a été plutôt rapidement réduit à 10 sur C'est ce ça. match-là dès la 27e minute. Bon, je ne vais pas, entre parenthèses, dire que ça a aidé puisque l'OM menait déjà 2-0 à ce moment-là. Mais C'est ça.
En plus, un doublé en 1 minute, quoi. C'est ça, c'est ça. Je crois que j'avais entendu en 23 secondes, 27 secondes, j'avais cru entendre quelque chose comme ça. Environ Le deuxième but. Oui, doublé de passes décisives et doublé en termes de but. Doublé de Greenwood en 23, même pas 30 secondes, je crois, le deuxième but. Juste sur l'engagement, si je raconte pas de bêtises. Quasiment, en effet. Et pour le coup, vraiment, c'est... Enfin, je ne vais pas... Enfin, même si le but encaissé, c'est vraiment un grand mot de dire ternit la performance. C'est dommage que l'OM se relâche et qu'à la fin, ils prennent un but. Mais dans l'ensemble, ce fut un très beau match. Vraiment très beau match. Il se rattrape un peu du match nul contre Reims où il y a eu une panne d'efficacité. Là, vraiment, le match a été tué très tôt, de manière à pouvoir donner aucun espoir aux Toulousains. Et voilà, les hommes forts font le taf. Wai, pas buteur, mais très intéressant et assez important dans le jeu. Je pense que ça va aller niveau but. Il faut juste pas trop presser les choses parfois. Mais en soi, c'était très bien. Luis Enrique, une renaissance, je dirais, à l'image de sa demi-saison un peu l'année dernière, lorsqu'il revient, où il recommence à grappiller du temps de jeu, va être intéressant. Là, il fait un excellent début de saison et tant mieux pour lui. Et c'est un attaquant il est un joueur offensif en tout cas, qui est vraiment tranchant. J'ai l'impression qu'il est plus incisif de nouveau. C'est ça. Sur des quelques images que j'ai vues, en tout cas, il me paraît affûté. Il me paraît faire les bons choix aussi sur le terrain, ce qui n'était pas toujours le cas l'année dernière. Exactement. L'année dernière, c'était plus compliqué, mais à son premier, c'est surtout, on voit qu'il y a quand même eu une progression par rapport à sa, je dirais, première expérience à l'OM. On voit que là, il y a vraiment un gap et tant que ça, tant mieux de ce côté-là, dans le sens où ça profite clairement à l'OM et en plus bon, il est quand même assez jeune, hein, il a que 22 ans, bon, il ira ses 23 ans en fin d'année, mais c'est intéressant, c'est en soi ça reste encore un prospect. C'est ça. Et bon, Greenwood, à l'image de ses premiers matchs, hein, il tue quand il faut tuer, c'est le top player de l'OM. Même si en étant un peu tatillon, il a raté une assez grosse occasion où il met la balle très très haut sur un excellent centre qui aurait pu amener son triplé. Mais bon, on va pas faire la fine bouche. Il a 5 buts en 3 matchs. Il me semble d'ailleurs meilleur buteur. Je crois meilleur buteur. Oui, il est meilleur buteur du championnat actuellement. Je ne sais pas s'il a égalité avec 3-4. Non, pour l'instant, Barcola est à 4 buts. Non, je te confirme, Barcola est à 3 buts et Greenwood est à 5. 4 du coup, vu qu'il a marqué Oui, 4. Mais oui, en effet, donc là c'est bien Greenwood. Et du coup, ouais, c'est le top player. Et sur ce mois d'août, en tout cas, il n'y a rien à lui reprocher. Sur le terrain. Voilà, tout simplement. Et concernant les autres matchs de championnat, Monaco et Lens qui se quittent sur un 1-1 où tout s'est joué, on va dire, en deuxième mi-temps. À la fin de partie. Fin de partie, c'est ça, exactement. On peut le dire que les deux buts se jouent dans les 10 dernières minutes. C'est ça. Et prolongation. C'est ça, exactement. Donc tout s'est fait vraiment à toute fin de match. D'ailleurs, petite entrée, bon ça c'est ma minute interiste. Hein. Petite entrée de Martin Satriano en toute fin de match. Hein. Bon, il n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, mais il a joué que 5 minutes cette fois-ci. Bon, j'espère qu'il aura un peu plus de temps de jeu à ce niveau-là. Mais voilà, c'est peut-être qu'il aura un peu plus d'espace. À voir ce que ça va donner. Mais bon point de match nul.
c'est pas mal. C'était pas mal. Ça manquait de. C'était un match de haut niveau que j'ai bien aimé. Reims qui, après son bon nul contre l'OM, gagne contre Rennes cette fois-ci. Rennes où c'est plus compliqué. De toute façon, Rennes, voilà, c'est une équipe qui est capable du meilleur comme du moins bon. Je vais pas dire du pire, mais comme du moins bon. Une équipe qui arrive à battre, à être séduisante et battre assez largement Lyon, mais qui derrière perd contre Strasbourg et perd contre Reims. Reims qui a sa première victoire cette saison d'ailleurs. Mais Reims qui capitalise pour le coup. Positif pour eux, mais du côté de Reims, c'est une équipe que je ne comprends pas, moi. C'est vraiment une équipe que je ne comprends pas parce que quand tu regardes, ils sont, comme tu dis, capables du meilleur comme du pire. Quand ils jouent en Coupe d'Europe, ils sont capables de taper des grosses équipes, quoi. Et après de se planter contre les derniers de Ligue 1. C'est ça. Donc c'est vraiment un mystère pour moi. Quand je vois les Rennes qui étaient capables de taper du Milan, il me semble que c'était je sais plus quelle équipe anglaise qu'ils avaient tapé aussi il y a 1 ou 2 ans. Je crois qu'ils avaient fait une bonne perf contre Arsenal, je crois, ou quelque chose comme ça. Et après, tu les vois perdre contre, sans vouloir être méchant, contre Reims, quoi. Tu vois quand même qu'il y a deux visages, quoi. Ouais. Est-ce qu'ils choisiraient pas un petit peu leur match, les Rennais? Est-ce qu'ils se verraient pas un peu trop beau par moment? Se voir un peu trop beau, peut-être, pour le coup. Choisir leur match, je sais pas. Je sais pas par contre. Je ne saurais répondre à cette question-là. Je ne saurais pas te dire. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un vrai paradoxe Rennais. Et c'est ça qui un peu leur a coûté en parenthèse dégringolade au classement l'année dernière. Hein. C'est un peu ça. Ça. Parce que ils sont forts avec les forts et faibles avec les faibles. Donc peut-être qu'en jouant contre les faibles, entre guillemets, enfin contre les équipes les moins cotées du championnat, ils se disent c'est bon, on a des individualités, on va marquer à un moment ou un autre. Et ben, quand les individualités ne marquent pas, ben ça choque. C'est ça. C'est ça exactement. Et pourtant, avec les joueurs qu'ils ont, ils devraient faire des étincelles. Ah oui, ils devraient avoir des meilleures performances en soi. Après, bon, c'est que la 3e journée. Mais c'est vrai que c'est quand même. C'est à l'image de leur saison dernière. Donc en fait, il y a un prolongement. C'est juste ça. C'est ça. C'est ça, parce que tu dis c'est la 3e journée, mais ils sont sur la lancée de la 2e partie de saison de l'année dernière. C'est ça, exactement. Et bien sûr, le PSG qui est en train de gagner 2-0. Nice qui gagne assez largement contre Angers. Qui a planté un beau 4-1 contre Angers. Qui engrange sa première victoire en plus cette saison en Ligue 1. Donc c'est positif pour eux. Angers, 3 matchs, 3 défaites. Hein. Compliqué, tout comme Saint-Etienne. C'est ça, c'est ça exactement. Tout comme également Auxerre aussi, hein, 2e défaite en 3 matchs. Ils perdent contre le Auxerre, ils perdent également contre Nantes avec une... Après, faut penser aussi que eux, le carton rouge a vraiment joué dans la physionomie du match, du côté d'Auxerre. Parce qu'il y a 1-1 à la mi-temps, et juste avant la mi-temps, il y a Over qui se fait expulser, et après, ils prennent le 2e et le 3e but en seconde période. C'est ça, le 3e à la toute fin de match. Le 3e dans les derniers instants, quoi. Mais c'est vrai que oui, effectivement, ça a eu une incidence sur le résultat directement. Et le Havre qui prend 6 points sur hormis sa défaite inaugurale contre le PSG. Ouais, normal, hein, comme 99% des équipes en Ligue 1 les auraient perdu. Prend 6 points contre les 2 autres promus. Donc, voilà. Ils font le taf. Mine 2, ils sont dans le premier tiers du championnat, quasiment.
C'est ça, exactement. Là, pour l'instant, 7e avec 6 points. Donc, rien à leur dire. Hein. Ils ont perdu un match qui était à 99% acquis au PSG. Et les deux autres matchs, des matchs qui pourraient être très importants pour le maintien, à long terme, bien sûr. Ben, ça s'est imposé. Donc, ils se sont imposés. Rien à leur dire à ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle un travail sérieux. C'est ça, exactement. Ou comme note de bulletin, on aurait mis élève assidu. C'est ça. Dans les matières principales, il fait le nécessaire. Matière optionnelle, malheureusement, il n'a pas pu puisque la marche était trop haute, mais dans les matières générales, il a fait... Manque de créativité. Voilà. Non, c'était comment c'était le truc, c'était se donne du mal, mais n'a pas le niveau ou quelque chose comme ça. Capacité limitée malgré beaucoup d'efforts ou quelque chose comme ça. Beaucoup d'efforts ou d'envie. En effet, c'est ça. Et du coup, pour l'instant, on attend. Bon, même si le PSG est bien parti pour gagner, hein, mais je vais quand même dire pour l'instant, le PSG premier avec virtuellement 9 points, donc 3 victoires en 3 matchs. L'OM Nantes lance 2-3-4 et 5e Monaco avec 7 points. 6e pour l'instant Lille avec 6 points. 7e Le Havre avec 6 points. Nice, Strasbourg, Reims avec 4 points. Ensuite, Rennes, Brest, Auxerre, Lyon avec 3 points. Rennes 11e, 14e Lyon. Toulouse, seule équipe de Ligue 1 avec 2 points et 15e. Montpellier, 16e et premier relégable avec 1 point. Angers et Saint-Etienne sont les deux équipes n'ayant pas encore engrangé de points dans cette Ligue 1 2024-2025 et donc sont à 0 points. Donc, au niveau de la Ligue 2, cette fois-ci, je te laisse la parole, Alexis. Alors, au niveau de la Ligue 2, donc, comme chaque week-end, la journée qui s'ouvrait par le multiplex du vendredi. Et donc, vendredi, on a eu Caen et Annecy qui ont fait match nul, 1 but partout, comme Grenoble et Pau, 1 but partout. Le Red Star qui s'est imposé à Guingamp 4-3 avec notamment un doublé pour le Red Star d'Aliou Badji, l'ancien Bordelais que j'ai souvent démonté en privé et puis même ici. Donc le Red Star qui s'impose 4-3. Ajaccio qui a battu 3-2-1. Clermont qui s'est incliné à domicile face au Paris FC 1-0. Bastia qui est allé gagner au Vélodrome face à Martigues 1-0. J'ai comme l'impression que le Vélodrome pose des problèmes à Martigues. Et Dunkerque vendredi qui a battu Rodez 1-0. Hier après-midi, il y avait 2 matchs, à savoir Metz-Laval et Amiens-Lorient. Il y a eu un partout entre Metz-Laval, avec notamment une égalisation de Messine. À la 98e minute. 98e minute. Fallait pas arriver en retard. Il fallait pas arriver en retard et il fallait pas partir avant du côté de ce Metz-Laval. Et Amiens qui a battu Lorient 1-0. Et au classement, on a le Paris FC qui fait 3/3 avec 9 points. Deuxième, Bastia avec 7 points. Troisième, Guingamp, Amiens, Lorient, Ajaccio et le Red Star avec 6 points. Huitième, Metz et Pau avec 5 points. Dixième, Annecy, Clermont et Grenoble avec 4 points. 13e, Martigues et Dunkerque 3 points. 15e et 16e, Laval et Caen avec 1 point et Rodez et 3 qui ferment la marche avec 0 point. Au niveau de la prochaine journée, on aura donc comme tous les vendredis le multiplex avec Rodez, Guingamp, Clermont, Dunkerque, Laval, Ajaccio, Pau, Martigues, Lorient, Red Star, Bastia 3, Annecy face à Amiens et le samedi on aura le choc entre le Paris FC et le FC Metz. Et lundi finiront Grenoble et Caen. Donc voilà pour le point Ligue 2 qui est un peu bâclé maintenant, on va dire. Au niveau du championnat national,
les matchs qui ont eu lieu, donc, comme en Ligue 2, tous les vendredis. Pour cette 3e journée, on a eu Rouen qui a été battu à domicile par Orléans 2-0, Valenciennes qui s'est imposé 2-0 face à Nîmes, Boulogne qui a battu Quevilly 2-0, Châteauroux qui a battu Bourg-Péronnas 2-0, un partout entre Villefranche et le Paris 13 Atlético. Concarneau et Aubagne ont fait 0-0, Le Mans est allé s'imposer 1-0 à Sochaux, et hier, Versailles et Nancy ont fait match nul 0-0. Sur la prochaine journée, on aura Le Mans, Dijon, Nancy, Villefranche-Beaujolais, Valenciennes, Châteauroux, Nîmes, Rouen, Paris 13, Sochaux, QVI, Bourg-Péronnas, Aubagne, Versailles et Orléans, Concarneau. Et au classement de ce championnat national, on a Boulogne qui est leader avec 7 points, 2e Orléans et Valenciennes avec 6 points, 4e Nancy et Versailles avec 5 points, 6e Aubagne, Concarneau, Le Mans, Bourg-Péronnas avec 4 points, 10e Sochaux et Nîmes et Châteauroux avec 3 points, et Quevilly aussi avec 3 points, 14e Villefranche-Beaujolais et Paris 13 Atlético avec 2 points, 16e Rouen avec 1 point, et 17e et bon dernier, c'est Dijon avec 0 point. On va enchaîner avec... Alors, pour parler des Girondins, on va parler du National 3, les Girondins qui ont réussi à former une équipe avec toutes les recrues qui sont arrivées dans le courant de la semaine qui vient de s'écouler. Des joueurs qui avaient très très peu d'entraînement ensemble, et comme on disait lundi dernier, c'est Paul Bass et Rio Mavuba qui ont signé une licence pour évoluer avec la Nationale 3, et surtout pour éviter le forfait général des Girondins dans cette division, parce qu'il faut rappeler que la semaine dernière, ils ont déclaré forfait. Donc un deuxième forfait aurait entraîné un forfait général pour cette saison. Les Bordelais qui étaient en déplacement sur la pelouse de Colomiers, donc voilà, qui se sont présentés. Et bon, c'est pas... s'y attendait un petit peu, mais ils se sont inclinés donc, face à Colomiers 1-0, tout en sachant que Paul Bass et Rio Mavuba, surtout à 40 ans, qui a joué le match en entier, qui a mis du sien, qui a même récolté un carton jaune en fin de rencontre. Alors, je ne saurais pas vous dire le classement parce que je l'ai pas trouvé, donc c'était le premier match sur cette Nationale 3. Oui, Camille. Mais oui, je voulais dire, c'est beau de voir quand même d'anciens de la maison, quoi, Mavuba et Paul Bass. Est-ce qu'ils faisaient partie de la dernière équipe championne de France? Il me semble, hein, n'est-ce pas? Non. Paul Bass, non, ça c'est sûr. Mavuba n'était pas là déjà. Non. Il était il n'était pas là encore. Ah, ok. Je pensais qu'il était parti. Hein. Il était déjà parti à Lille. Il me semble. Parce que je sais qu'il est champion avec Lille en 2011, mais il me semble qu'il était encore à Bordeaux en 2009. Donc, non, il arrive à. Non, tu vois, il part de Bordeaux en 2017. Donc, à l'époque où Laurent Blanc arrive, il signe à Villarreal et après il va à Lille. Par contre, oui, c'est vrai. De la Ligue. Je me souviens même pas de son passage à Villarreal, tu vois. Donc, ouais, pour ta remarque, effectivement, c'est quelque chose qu'on n'oubliera pas, hein, qu'ils ont repris une licence pour évoluer avec le club. Hein, c'est quand même. Alors, qu'il l'a révélé, etc. Donc, il a quand même gagné des trophées avec le club des Girondins. Donc voilà, c'est une très belle chose, je trouve, et on n'oubliera pas ce qu'ils ont fait tous les deux pour le club, à l'instar de certains qui s'étaient proposés, qui finalement n'ont peut-être pas reçu de contrat ou n'ont pas voulu dire oui pour venir aux Girondins. Donc ces gens-là,
on les oubliera pas, hein, même ceux qui sont en National 3 à l'heure actuelle, et même ceux qui sont en National 2, ça me permet d'enchaîner avec le championnat de National 2. Comme pour la National 3, c'est aussi des joueurs qui sont arrivés pour la plupart en début de semaine dernière, qui ont pu commencer à s'entraîner à partir de mercredi, qui ont 3 entraînements, pas plus, dans les jambes, ensemble. Donc voilà, ils se présentaient sur la pelouse du Stade Saint-Germain, donc au Bouscat, qui est à côté de Bordeaux, à match à huis clos. Et pour débriefer un peu le match, c'est comme avec la Nationale 3, on s'attendait à voir Poitiers prendre le dessus sur les Girondins. C'est exactement ce qui s'est passé au retour de cette deuxième période. Poitiers qui a ouvert le score par un ancien Girondin notamment, buteur en finale de Gambardella en 2017, en 2013, je sais plus. Michael Nilor, donc, qui ouvre le score pour Poitiers. Et puis, avant de parler de l'égalisation, on a quand même des joueurs girondins qui ont réalisé un bon match, hein, on va dire ce qui est. Je les ai beaucoup critiqués quand ils étaient en Ligue 2, mais là on a eu 11 joueurs 11 joueurs plus les remplaçants qui se sont donnés, qui ont quand même qui ont été au niveau. Alors pour la plupart, c'est certains qui ont le niveau L2 national, on va dire. Donc voilà. Et en toute fin de match, ce qui devait arriver arriva. On a fini par égaliser, et ce n'est pas un joueur de champ qui a marqué. Oui, coup franc des Girondins, et puis on a notre gardien qui est venu placer sa tête pour égaliser. Donc voilà, le premier but de l'histoire des Girondins en National 2, qui a été inscrit par le gardien de but, Lassana Diabaté. Ce nom quand même qui va parler à beaucoup de Bordelais. Donc voilà, l'égalisation et ce premier but de l'histoire en National 2, qui est l'œuvre donc du gardien, et qui est donc notre meilleur buteur à l'heure actuelle, étant donné que c'est le seul. Donc voilà, un très bon point pour débuter ce championnat. Et j'ai envie de dire, Diabaté, le nom parle à certains suiveurs de football, mais même si le prénom, enfin c'est un prénom et un nom qui sont connus dans le monde du football, mais pas forcément ensemble. Diabaté, on se souvient de l'immense Cheikh Diabaté. Et Lassana, j'associerais plus à Diarra quand même. Mais oui, ouais. Comme tu dis, il y avait le grand Cheikh Diabaté, passé notamment par Bordeaux et par Metz. Je pense que c'était à lui que tu faisais référence. Exactement. Puis on a eu aussi Lassana Diabaté, cette fois au Girondins, fin des années 90, qui lui est champion de France en 99 avec les Girondins. Et donc oui, effectivement, Cheikh Diabaté. Et puis on ne parlera pas de Diabaté 33. Donc voilà, au niveau de ce que je pouvais dire sur les Girondins, et au niveau des scores, donc on a eu cette troisième journée avec cette troisième qui a eu lieu hier. Saint-Colomban, Locminé qui est allé s'imposer à Avranches 3-1, 2-1 pour Blois face à Granville, un partout entre Bourges et Dinan-Léon, Châteaubriand et Saint-Brieuc qui ont fait un partout, Saint-Malo qui a battu La Roche-sur-Yon 1-0, Saumur qui a battu le Poiré-sur-Ville 3-1 et Saint-Privé-Saint-Hilaire qui a battu les Herbiers 1-0. Donc on rappelle un partout entre Bordeaux et Poitiers. Au niveau du calendrier, sur la 4e journée qui aura lieu le week-end prochain, parce que oui, en National 2, ça joue, on aura La Roche-sur-Yon qui recevra Saint-Brieuc, les Herbiers qui recevra Saint-Malo, et samedi, on aura Bourges qui recevra Châteaubriand, Granville qui recevra Saint-Privé-Saint-Hilaire, le Poiré-sur-Ville qui recevra Avranches, Saint-Colomban, Locminé qui recevra Blois, Poitiers qui recevra Saumur, et Bordeaux qui sera en déplacement en Bretagne, je crois que c'est sur la pelouse de Dinan-Léon. Et au niveau du classement, que je le trouve assez rapidement, voilà, qui est
Alors, on a Bourges, Saint-Privé-Saint-Hilaire et Blois qui sont en tête avec 7 points. Quatrième, Saint-Colomban-Lopminé avec 6 points. Cinquième, Saint-Malo avec 5 points. Poitiers qui est sixième comme Saumur et avance avec 4 points. Neuvième, Châteaubriand avec 3 points. Dixième, les Herbiers, Saint-Léeux et Dinan-Léon avec 2 points. 13e, c'est Bordeaux avec 1 point mais 2 matchs en moins. Donc avec 1 point, également 1 point. Et dernier, c'est le pour et survie avec 0 point. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ces 3-4 championnats. Super, un beau débrief, c'est comme d'habitude très fourni et tu nous transmets les infos et on sent que vraiment ça t'intéresse, donc nous du coup ça nous intéresse aussi, j'espère que ça intéresse aussi les auditeurs. Ah bah oui, le National 2 on y est, donc maintenant on y est, faut qu'on y reste, faut surtout pas être relégué en fin d'année. Ah bah non, faut pas y rester, faut y monter du coup. Ouais, faut y remonter le plus vite possible et surtout que là, on attend encore. Ça c'est l'entraîneur qui a dit que 4-5 joueurs allaient arriver. On sait que Cédric Yambéré va arriver demain et cette info qui est sortie. Qui est sorti hier, c'est les Girondins qui seraient sur la piste de l'ancien joueur de Liverpool notamment, enfin qui a quand même pas mal bourlingué en Europe, qui est actuellement à Amiens. C'est Andy Carroll qui serait sur les tablettes des Girondins. Alors, comme je disais en privé hier, hormis lui offrir la dune du Villa, un loft aucun con, enfin plein de choses comme ça, je ne vois pas vraiment comment on pourrait le payer, surtout combien. Donc voilà, pour le National 2, moi personnellement, enfin à vie perso, je le prends tous les jours. Maintenant, est-ce que c'est possible de le faire? Ça, c'est une autre question. On en saura plus, je pense, dans le prochain jour. On me dit Carole en National 2, moi personnellement, je le prends. C'est vrai. Le tout de savoir, comme tu l'as si bien dit, le tout est de savoir à quel prix. C'est ça. Après, si il prend un. Et il faut peut-être aussi voir ce qu'il vaut Andy Carroll sur les dernières saisons. C'est vrai aussi. En Ligue 2, c'est en National 2. En National 2, ok, il fera le niveau parce qu'on parle quand même d'un joueur qui a quand même été international anglais et qui a quand même joué dans des très gros clubs. Mais si tu regardes les saisons précédentes, faut regarder ce qu'il a valu, quoi, ce qu'il a apporté à son club. Quand tu regardes que la saison dernière, par exemple, il a beaucoup joué quand même, il a fait 28 matchs, mais pour 4 buts et une passe décisive, c'est pas folichon comme stat. Donc oui, en National 2, il peut te mettre, je sais pas, 10-15 buts. Mais à quel prix? Ça, faudra voir. National 2, c'est pas non plus un championnat, pardon du terme, mais merdique. On l'a vu hier, c'est des équipes qui sont composées soit d'anciens pros ou d'anciens joueurs formés dans des clubs, dans des gros clubs. Ça reste quand même un très beau championnat, je trouve. Donc voilà. Faut pas croire, enfin peut-être que c'est le cas, mais faut pas croire qu'il marchera sur le National 2. Ça c'est pas gagné. C'est ça, c'est pas encore dit en effet. En tout cas, à voir, information à voir, et de toute manière, tu nous informeras bien évidemment si, pas que pour lui, pour les éventuelles nouvelles recrues, que ce soit avec la N2 ou la N3, ce qu'il en est concernant Bordeaux. On sera toujours ravis de savoir ce qui se passe là-bas, en sachant que normalement, au mois de septembre, il devrait y avoir aussi du nouveau, peut-être par rapport au stade. Oui, c'est effectivement. Alors, pas prendre pour ce qu'a dit, faut pas prendre pour argent comptant ce qu'a dit Uramic cet après-midi, le maire de Bordeaux, qui a dit qu'il essaye de tout faire pour que les Girondins jouent le prochain
Je crois que c'est contre Bourges, mi-septembre, au Matmut. Il est possible que ça se joue là-bas, mais il y a encore des tractations pour un loyer raisonnable, modéré, on va dire. Donc, c'est vrai que retrouver ce stade en National 2, j'y vais que sur le match d'hier, ils auraient reçu entre 10 et 15 000 demandes pour voir le match d'hier après-midi. Donc, il faut imaginer qu'au Matmut, il serait entre 10 et 15 000 pour voir ce championnat. Et de toute façon, c'est presque obligatoire qu'il faut jouer là-bas. À la rigueur, si on pouvait jouer à l'Escure, ça me dérangerait pas non plus. Mais le Matmut, pour moi, c'est le stade de l'équipe. Alors oui, on est en National 2, mais faut jouer là-bas pour diverses raisons. Et le 17 septembre aussi, il y a un autre rendez-vous par rapport au redressement judiciaire, voir comment c'est actuellement. Et selon toute vraisemblance, les discussions continueraient entre Fenway et les Girondins à l'heure actuelle pour savoir la possibilité d'un rachat. Il y aurait également d'autres possibilités d'acheteurs, mais c'est clairement du local, c'est des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, et en sachant qu'il y a actuellement plus de 100 millions de dettes qui pourraient être quand même étalées sur le long terme. On ne voit pas comment ces gens-là pourraient racheter le club à l'heure actuelle. Donc on va dire que la seule piste pour l'instant, c'est Fenway et rien d'autre. Mais il va falloir attendre le 17 septembre. Ok, bah, de toute manière, septembre, c'est à côté, hein, nous y sommes, donc ce sera dans maximum de 3 semaines. Et on attendra que tu nous donnes les informations concernant tout cela, que ce soit l'actualité sur et hors des terrains, puisque Bordeaux est une saga ces dernières saisons, donc on suit et wait and see, tout simplement. C'est sûr que Netflix aurait de quoi se régaler avec nous. Non, c'est ça, c'est exactement ça. Du coup, pour le football français, je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine. Et on peut enchaîner sur donc le football portugais. Grégory est arrivé entre-temps. Greg est arrivé entre-temps. Donc, tout d'abord, bonsoir Greg. Si tu m'entends. Salut Greg. Salut. Ah. Je suis là, les gars. Bonsoir à tous. Boa noite. Ça va, hein. Écoute, la reprise de la saison pour le football et la reprise de la saison pour le boulot. Et vous, tout le monde va bien? Oui. Tout va bien. Tout va bien. Ça irait mieux si si j'avais une notification qui me disait que la Juve marque contre la Roma, mais autrement, tout va bien. Moi, actuellement, là, je suis en train de suivre Braga qui se déplace à Gil Vicente. Pour l'instant, il y a 0-0 et on joue la 32e. Alors, pour mon petit tour du championnat portugais, donc vous avez vu, ça a été assez mouvementé. De Porto Ouais, voilà. Du côté de Porto, au niveau de la direction, tout ça sur la fin de saison. Donc les transferts, tout ça. Donc comme on savait, là le club il repart un petit peu. Je dirais pas il repart de zéro parce que ça serait pas vrai, mais il repart de loin. Il repart avec 500 millions de dettes. Donc un gros challenge pour Villas-Boas. On s'attend pas à avoir une équipe très compétitive dès la première année. Enfin, on l'espère, mais faut voir qu'on a eu beaucoup de départs. On a dégraissé beaucoup l'effectif pour essayer de renflouer un petit peu les caisses. De ce qu'on lit dans les journaux, dans la presse,
Villas-Boas se démène vraiment pour aller renégocier les dettes du club avec les banques, tout ça. Il y a eu des retards de paiement du staff technique, il y a eu des retards de paiement des joueurs. Donc il est plutôt là en mode il sauve les meubles, quoi. Mais pour l'instant, ça marche, ça tient. Donc on attend de voir. Après, au niveau mercato, on a eu des départs, dont un que j'aurais pas espéré, comme je vous l'avais dit en fin de saison. Je voulais pas, c'était Francisco Conceição. Mais c'était sûr que ça allait arriver, vu comment ça s'est passé avec la fin du mandat de son père au niveau du club. C'était très compliqué avec la nouvelle direction, donc on savait que déjà niveau pression, je pense que c'est son papa, donc je pense pas que ça soit la meilleure chose pour continuer à jouer pour le club. Et pendant l'été, j'ai appris justement que Conceição faisait aussi des petits caprices et faisait partie de ceux qui mettaient une mauvaise ambiance dans les vestiaires. Donc je pense que tout ça a motivé aussi le fait de le faire partir. De toute façon, dans son nouveau club, il n'aura pas intérêt à faire beaucoup de bordel parce qu'il va vite être cadré. Hein. À la Juve, c'est Marfo crève. Hein. Mais moi, pour moi, je pense que la Juve, elle fait on en reparlera durant toute l'année, mais je pense que la Juve, elle fait une sacrée affaire en le recrutant. Enfin, sous forme de prêt, apparemment, pour la saison. C'est un prêt avec option d'achat, quoi. Alors, moi, de ce que je sais, c'est un prêt sans option d'achat. C'est pas avec option d'achat, mais on aurait une clause, on serait club prioritaire, en gros, pour le reprendre, quoi, la saison prochaine. En fait, il a eu un prêt de 1 an sous forme payante de 7 millions avec 3 millions de bonus. C'est ça. Mais sans clause d'achat, mais comme tu dis, une clause, on va dire, sous table prioritaire pour la Juve si elle souhaiterait le racheter l'an prochain. Donc je pense que à ce prix-là, honnêtement, la Juve fait une bonne affaire. Porto récupère un peu les billes qu'ils avaient mis sur lui quand il était revenu de l'Ajax, parce qu'il l'avait racheté 10 millions. Mais je pense que si c'était pas, parce que vous aviez suivi, je vous avais expliqué que avant l'élection, Pinto da Costa avait prolongé Francisco Conceição et son père. Donc Francisco Conceição, il était prolongé, il me semble, jusqu'en 2028. Avec une clause d'achat qui était cadeau, je ne me rappelle plus. 2029. Autant pour moi. Avec une clause d'achat qui était ridicule. Voilà, et sa clause d'achat était ridicule pour le talent qu'il a, ce petit. Donc ils ont récupéré, je pense, les billes qu'ils avaient mis sur lui, sans faire de plus-value. Et on a eu aussi la petite surprise là récemment là de la signature de Samu Omorondion, si je le prononce bien. Le petit jeune de 20 ans. L'Atlético, non, c'est ça? Exactement. Il était, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, il avait été prêté à l'Aves l'année dernière, je crois. Il me semble que c'est ça, à vérifier, mais il me semble que c'est ça. Et donc lui, il a signé jusqu'en 2029, donc pour 5 ans. Il a été acheté 15 millions, mais 50%, juste 50% des droits. Et en fait, Porto, il peut racheter jusqu'à 80% des droits pour 25 millions de plus. Donc je pense que c'est ce qui arrivera à terme s'il performe au club. Je te confirme pour Alaves, pour le prêt d'Alaves. Alaves et Granada la saison d'avant. C'est ça. Et du coup, pour les départs, comme je vous disais, cette année, ça va être... j'espère que ça ne sera pas compliqué, mais on a eu beaucoup de mouvements au niveau de l'effectif. On a eu donc Francisco Conceição, comme je vous ai dit. On a eu le départ de Taremi. On a eu le départ d'Evan Nilsson. On a eu le départ en retraite de Pep.
et puis le départ de Tony Martinez. Donc, c'est vrai que parmi ces joueurs-là, il y avait certains éléments forts de l'effectif, comme Evan Nilsson, qui était notre neuf à nous. Donc, c'est vrai que maintenant, Porto, il va falloir qu'il retrouve une stabilité au niveau de l'effectif. Il y a beaucoup de jeunes qui sont arrivés aussi de l'équipe B, et puis on a recruté, on a fait des retours de prêt, si je me trompe pas, pour Fabio Vieira. Enfin non, pas des retours de prêt, je veux dire, il a été prêté par Arsenal, pardon. Un ancien joueur de la maison qui revient un petit peu combler le manque de Francisco Conceição, et qui était un petit peu en échec à Arsenal depuis qu'il a signé. Donc, voilà, je regardais presque un but de Gilles Vicente, qui était un petit peu en échec à Arsenal, donc il va essayer de se relancer chez nous. Et pour le reste, pour les débuts de la saison du FC Porto, on commençait bien les trois premières rencontres. La première, on avait reçu Gilles Vicente chez nous, on avait gagné 3-0. La deuxième, Porto s'était déplacé à Santa Clara, ils avaient gagné 2-0. Troisième rencontre, donc la troisième journée, Porto recevait Rio Ave et ils ont gagné 2-0. Et donc c'était il y avait deux équipes qui n'avaient pas encaissé de but encore jusqu'à maintenant, jusqu'à hier, où on a rencontré le fameux Sporting avec un Gyökeres en forme, très en forme d'ailleurs, et il nous a fait mal sur penalty. Bon, il n'avait pas besoin du penalty pour nous faire mal, parce que sur le terrain, il nous a fait très mal hier. Bon, on le voit tout de suite sur le terrain, quand il prend le ballon, il est très vite remarqué par sa puissance et par ses gestuels. Donc, on a perdu hier 2-0 contre nos chers amis du Sporting Lisbonne, qui aujourd'hui font la fête. Et voilà. Et du coup, ça va être un championnat très... je pense que cette année va être très, très, très intéressant à regarder, justement, au niveau des effectifs, au niveau aussi du coaching, parce que je vous rappelle que c'est notre nouveau coach cette année, c'était donc l'adjoint de Conceição, Victor Bruno, qui a un autre style. Qui a un autre style de coaching. Il est je le trouve très calme en expliquant les choses, très pédagogue comparé à Conceição, qui était un petit peu... moi j'ai toujours été habitué à voir Porto avec un coach qui était assez trash, et puis là lui il est très très calme, donc on va voir ce que ça va donner. Mais voilà pour l'équipe de Porto, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Bon début de championnat. On reste quand même l'équipe de Porto, donc je pense pas qu'on va se faire ridiculiser toute l'année, mais je pense que ça va être difficile. Sur le championnat, une petite équipe aussi à surveiller, c'est l'équipe de Famalicão, qui n'a pas encaissé encore de but sur ces 3 journées, pardon. Elle est sur 3 victoires. Donc très belle équipe à surveiller, une petite équipe, ça fait plaisir. Et voilà, ça sera tout pour moi pour le championnat portugais jusqu'ici. C'était rapide et bref. C'est déjà plus que détaillé, mon cher ami. Franchement, c'était vraiment déjà bien détaillé pour ce que tu nous as apporté comme précision. Disons que j'ai beaucoup plus suivi le mercato, c'est vrai, parce que je pense qu'on n'était pas beaucoup à attendre du mercato vu la situation financière du club et tout. Honnêtement, ce qui m'a surpris, c'est le transfert de Samu. On s'y attendait pas, il était annoncé à 45 millions, il me semble, sur Chelsea. Oui. Et dans la nuit, ça s'est fait. Même les comptes, je regarde beaucoup les comptes Twitter
des socios du FC Porto, très réputés pour leurs infos et tout, et même eux n'étaient pas au courant, tout le monde était pris de court dans la nuit. Et apparemment, ça aurait été une décision de Villas-Boas avec Zubizarreta. Donc on va voir ce que le duo va donner, mais j'étais étonné et à vrai dire, je suis content. Je suis content. Et je suis aussi content, je terminerai sur ça, qu'on ait pu garder Galeno, parce que Galeno, c'est, on va dire, derrière Evan Nilsson, c'est le joueur qui nous donne un petit peu de stabilité. D'ailleurs, c'est notre meilleur buteur actuellement, il a 3 buts. Et c'est un gars qui rechigne pas, il peut changer de poste, il peut jouer partout, il mouille le maillot pour l'équipe. Et perdre Galeno après Evan Nilsson et Conceição, ça aurait été très très dur, je pense. Donc voilà, c'est tout pour moi pour l'actualité portugaise. C'est tout, mais c'est déjà beaucoup. C'est tout, et c'est déjà pas mal, comme disait l'autre. Exactement. Mais en tout cas, merci. Merci. De rien, les gars. Avec grand plaisir. Bien sûr, le plaisir. Et j'ai pas mis sur notre blog, mais c'est vrai, j'aurais voulu mettre les... J'ai pas eu la patience de faire un petit vlog, comme m'avait dit Camille, sur la première journée que j'avais été voir le match de Braga qui recevait Estrela Amadora, où j'ai vu le retour de Nani en championnat portugais. Ça m'a fait plaisir d'ailleurs de le voir. Et je peux vous assurer il me semble qu'il a quoi? Il a 38, lui? 37? Il me semble qu'il a 38. Et ben franchement, le gars, quand il prend le ballon, il est là. Hein. Attention, hein. Il est... je dis pas son... Il est très affûté. Et puis, je l'ai vu juste avant son entrée, pendant une bonne période. Il s'entraîne bien. Il est vraiment... ça faisait plaisir. Franchement, ça m'a fait plaisir de le voir. Bah, surtout que c'est un mec qu'on a vu depuis 15-20 ans, quoi. Maintenant, quasiment 20 ans dans le haut du championnat, un petit peu dans le haut du football européen. C'est ça. Notamment avec son passage à Manchester United à l'époque. Et puis je trouve que à son âge, de venir faire l'effort, de venir au club de l'Estrela d'Amadora, je trouve que c'est remarquable quand même. Parce que je pense qu'il y aurait eu moyen pour lui de signer même dans un petit club de milieu de tableau. Donc Estrela, c'est quand même pas mal. C'est un beau challenge et franchement, je suis admiratif de ça. Oui, enfin, moi je pense aussi que c'était plus quelque chose de sentimental qu'autre chose. Peut-être aussi. En tout cas, je pense que c'est aussi le fait de revenir au pays un petit peu qui fait ça. Voilà, revenir au bercail, comme on dit. C'est ça. Mais franchement, ça m'a fait franchement très plaisir de le voir. Nous voici de retour pour la seconde partie de notre podcast, dans lequel, nous parlerons de ce qui se passe au niveau du football espagnol. Je te laisse la parole, Camille, ou j'y vais sur le football espagnol? Tu peux commencer si tu as des choses à dire. Moi, actuellement, je suis en train de suivre le match du Real, mais comme c'est la mi-temps, pour l'instant, j'ai pas grand-chose à dire, donc je te laisse la parole. Ok, pas de problème. Alors, bien sûr, la quatrième journée en Espagne avait commencé le 31. Plusieurs matchs ont eu lieu. Je laisse volontairement les plus grosses équipes en dernier concernant les premiers matchs. Alors, Valence qui fait match nul contre Villarreal 1-1. Leganés qui perd contre Mallorca sur la plus petite des marques 1-0. L'Espagnol de Barcelone qui gagne 2-1 contre le Rayo Vallecano. L'Atlético Madrid qui a galéré mais qui s'en sort quasiment sur le gong
contre Bilbao. L'entrant en plus Correa qui venait de rentrer quelques minutes avant, environ 4-5 minutes avant, à la 88e minute, qui délivre les siens en tant que bon super sub qu'il est, qui délivre l'Atlético Madrid, qui glane un deuxième succès cette saison, toujours invaincu d'ailleurs, l'Atlético Madrid. Le FC Barcelone qui se promène concrètement contre Valladolid. Vraiment une promenade de santé, un très beau Barça. 7-0. Très beau Barça à voir jouer. Une équipe qui est en pleine confiance. Ses leaders offensifs qui sont très bons également. Franchement, il n'y a rien à redire. Il n'y a rien à redire. Un Rafinha tout feu tout flamme. Yamal très bon également. Mais je crois qu'il y a eu 5 buteurs différents, si je raconte pas de bêtises dans ce match. C'est ça, exactement. Triplé de Rafinha, un but de Koundé, Lewandowski, Olmo et Ferran Torres. Exactement. Donc oui, c'était franchement RAS sur ce match-là, rien à redire. Le Barça qui est donc pour l'instant toujours en tête, caracole en tête. 4 matchs, 4 victoires. Donc là d'ailleurs le premier clean sheet de cette saison, puisque le Barça avait toujours pris un but lors de ses 3 premières victoires. Là, clean sheet 7-0. Que demande le peuple? Rien de plus. Ce fut un très bon match. Les supporters barcelonais se sont régalés. Moi, je veux mettre une petite équipe en exergue. C'est Mallorca. Parce que Mallorca s'est certes imposé face à Leganés, qui est pour moi là une des plus petites équipes du championnat. Et ils sont que 10e ou 11e. Mais Mallorca, ils ont quand même déjà embêté en 4 journées 2 gros. Le Real en première journée. Et il me semble que c'est Séville la semaine dernière. C'est ça. Bon, après, c'est vrai que notamment la saison dernière, Séville, c'est extrêmement compliqué et qui perd du moins son statut contraint de vraiment perdre son statut de gros. Mais oui, sur le principe, oui, en effet, ils ont quand même bien tenu tête à Majorque et posé beaucoup de problèmes au Real de Madrid. Exactement. Je veux dire, ils ont bien tenu tête à Séville. Vu que c'était Majorque qui tenait tête. C'est ça, exactement. Mais c'est pour ça que j'ai regardé, j'ai fait, bon, ok, Mallorca Leganés, et d'un coup, je regarde, je fais, mais attends, si Mallorca, ils ont fait match nul la semaine dernière contre Séville et match nul contre le Real, ça fait déjà 2 gros contre qui ils n'ont pas perdu. Donc, pour eux, c'est un peu tout bénéf, quoi. C'est ça. Pour l'instant, ce début de championnat. Plus une victoire contre un autre mal classé, ou en tout cas contre une équipe qui devrait être dans la charrette. Là, pour Mallorca, ça se place bien. Et puis, en ayant déjà fait 2 gros obstacles, en ayant passé de gros obstacles. Oui, c'est ça, 2 équipes qui sont sur le papier supérieures à eux. Eux, ils ont réussi à faire plus que limiter la casse, faire en sorte d'accrocher des points. Donc non, c'est un très bon résultat pour eux. En soi, c'est un quand je vois que Valence est dernier, Séville est avant-dernier, le Betis qui est en train de jouer là contre le Real qui est 17e, Bilbao qui est 13e, la Real 12e. Ouf, ça souffle quoi quand même. Tu te dis que Mallorca, pour l'instant, ils sont bien démerdés. En effet, c'est pas mal. Et d'ailleurs, je parlais de Leganés. Leganés, c'est aussi leur première défaite de la saison seulement. Donc, oui. Donc c'est la révolte des petits un petit peu cette saison. Entre Alaves, bon, on est à la 4e journée, mais Alaves qui a déjà 2 victoires et un match nul, Osasuna 2 victoires et un match nul, le Celta Vigo qui aussi a 2 victoires, Leganés et le Mallorca qui n'ont perdu qu'une fois. Et le Celta Vigo, les gros sont en retard en ce début de saison. C'est ça. Surtout que le Celta Vigo, les défaites, c'est des défaites 3-2, 4-3, donc c'est des matchs à suspense, quoi. C'est pas des
c'est des... Ouais, c'est pas des raclés. C'est ça, et surtout, c'est 2 fois en plus... Enfin, quoique non, puisque pour la défaite contre Osasuna, les buts ont été marqués bien avant. Mais contre Villarreal, c'est sur le gong qu'ils perdent en prenant un but à la 90e minute, enfin 100e minute en vrai. 90 plus 10. 90 plus 10, donc voilà. Mais c'est des matchs à spectacle, les matchs qu'ils perdent. Donc, et en attendant, il faut dire ce qui est. Il y a une seule équipe qui a fait le 4 sur 4 pour l'instant. Et c'est le Barça. Et c'est le Barça. Et avec la manière en plus. Ah oui, oui. Bien sûr, bien sûr. De quelle manière 13 buts en 4 matchs, c'est propre. Bon, le 7-0 de ce week-end aide beaucoup, certes. Mais il faut les mettre, les buts, il faut les mettre. C'est ça. Après, offensivement, ça, voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui se met en place. Je pense que dépendra des bons résultats cette saison, leur solidité défensive, je pense. Mais en soi, il y a quelque chose à faire avec cet effectif-là. Je dis pas qu'ils seront... en championnat, ils risquent d'être bons. Après, en Ligue des Champions, cet effectif, il a quand même des limites. Il ne faut pas aussi les voir plus haut qu'ils ne le sont, ou qu'ils peuvent être. Il y a quand même des limites dans cet effectif-là. Mais ils sont capables de faire des bonnes choses. Il y a possibilité de faire des bonnes choses avec cet effectif-là. Et donc le tout est de savoir ce que ça donnera au fil de la saison. Si les blessures également les laisseront tranquilles, il y a moyen d'avoir des choses intéressantes. Et tout à fait. Et quand on voit, c'est pas comme Vigo où tu citais avant, ils ont marqué 10 buts, mais ils en ont déjà pris 9 derrière. C'est ça. Tandis que le Barça, ils en ont mis 13, mais ils en ont pris 3 en 4 matchs. Donc ils sont performants devant et derrière. C'est exactement ça. Et il y avait un match pour moi qui était le gros match un petit peu de la journée. C'était l'Atlético Girone. Avec 2 équipes qui jouent en Coupe d'Europe cette saison. Ben, Girone, c'était pas le même Girone que la saison dernière. Hein. Ils sont pris un 3-0, merci, au revoir. 3-0 des familles. Griezmann, Llorente, Coquet. Même s'ils n'ont pas été ridicules, qu'ils ont même plus sur le ballon, ben, l'Atlético, dès qu'ils ont, j'ai eu l'impression, en voyant le résumé du match, que dès qu'ils voulaient accélérer, l'Atlético, il marquait. Donc, il va falloir prendre ça en compte du côté de Girone, parce que là, bientôt, il va y avoir la Coupe d'Europe qui va démarrer. Et si tu fais des erreurs comme ça contre l'Atlético, tu pourras faire des erreurs comme ça contre d'autres équipes. Et d'autres équipes qui peuvent aller très très vite aussi devant et qui seront peut-être aussi encore moins gentils du côté de Girone. En effet, après le match contre Gérone et l'Atlético, c'était en journée 2. Mais effectivement, oui, c'est vrai que ce match-là a montré que l'Atlético pouvait vraiment produire quelque chose de très, très bon et être une équipe très, très, très dangereuse. En effet, parce que Gérone a gagné contre Séville. A gagné contre Séville, pardon, oui. 2-0. Je m'étais trompé de page, excuse-moi. Ça a gagné 2-0 contre Séville. Alaves a gagné 2-0 contre Las Palmas. Et Getafe a fait match nul contre la Sociedad. D'ailleurs, le match de la Juve s'est terminé. Et il y a un 0-0 que j'ai envie de dire quand même un petit peu décevant, quoi, parce que quand on regarde les stats, c'était vraiment un match nul au sens propre de tout, quoi. On a, sur 90 minutes, on a 2 tirs cadrés sur tout le match. Un tir cadré pour la Juve, un tir cadré pour la Roma. Les 2 équipes se sont vraiment neutralisées pendant 90 minutes. Aucune équipe n'a eu la possession. Le ballon a tourné, mais sans être vraiment précis. Ouais, c'était...
j'ai vraiment eu l'impression que les deux équipes ne voulaient pas faire d'erreur, quoi. Et ça s'est plus cantonné à on va pas perdre car on va essayer de gagner. C'est ça. Je dirais ça. Bon. Après, il reste toujours co-leader avec l'Inter de Milan, mais bon, on en parlera demain. Mais bon, premier gros test non concluant pour moi, pour la Juve de Thiago Motta. Mais par contre, point positif, pas de but encaissé encore cette saison pour la Juve. Ouais. C'est déjà ça. C'est quand même déjà ça. On est solide derrière. On est solide derrière, après, il faudra marquer. Oui, bien sûr. Après, bon, vous êtes à 6 buts marqués en 3 matchs, ça va, c'est pas non plus inquiétant. Voilà. Là, c'est un match nul. Oui, enfin, contre Como, si on ne gagne pas largement, quoi. Franchement, on aurait gagné 1-0 à la 94e minute contre Como, je me serais inquiété. Oui, après, il y a la logique et il y a ce qui se fait réellement. Logiquement, oui, il y a une classe d'écart entre les deux et vous devez mettre un score. Après, dans la réalité, il se peut que ça ne se fasse pas dans un monde normal. Est-ce que Parme gagne 2-1 contre le Milan AC? Sur le papier, non. Pourtant, ils vont gagner 2-1. Tu vois donc, tu vois, sur le principe, tu vois, tout est possible. Mais voilà, la Juve tient son rang et a mis 3-0. 3-0. Ici, il y a eu match nul. Bon. Oui. Mais elle a quand même tenu son rang et à voir ce que ça va donner du coup. Je crois qu'il y a un dernier. Non. Le 15, oui, c'est ça, trêve internationale. Non, je me disais, mais est-ce qu'il y a un autre match? Mais en fait, non, puisqu'il y a la trêve internationale et les matchs ne reprennent que le 15 septembre. Et c'est ça. Ils reprendront juste avant le début des Coupes d'Europe. C'est ça, exactement. Le marathon va commencer. Ouais. Donc bon, à voir. Avec un premier match intéressant d'ailleurs pour la Juve. Avec la réception du PSV Eindhoven. Le 17. C'est ça, après ce sera Naples. Mais il y aura quand même vraiment beaucoup de... Mine de rien, après, ça va vraiment s'enchaîner. Par exemple, voilà, je regarde le calendrier de la Juve, c'est 15 Impoli, 17 PSV, 22 Naples, 29 septembre. Naples, Genoa. Ensuite, le 2 contre Leipzig, le 6 Cagliari. Leipzig, Cagliari, la Lazio, le Stuttgart. Après, c'est Lazio, le 20 octobre, 22 octobre, 27 octobre, 30 octobre, 3 novembre, 5 novembre, 10 novembre, trêve internationale, 24 novembre, 27 novembre, 1er décembre, 8 décembre, 11 décembre, 15. Enfin, c'est un rythme quasiment tous les 3-4 jours. Quasiment tous les 3-4 jours. Et là, par contre, peut-être, là, du côté de la Juve, il va peut-être avoir un peu... Là, ça va souffler. C'est ça, souffler, puisque la profondeur est pas la même habitude aussi, puisque c'est un effectif quand même jeune. Donc, et je n'ai même pas compté... Non, quoique, j'allais dire, je n'ai pas compté les matchs de Copa, mais la Copa, il me semble que c'est quand la Copa commence en seconde partie d'année. Seconde partie d'année, c'est ça. Ça commence quand en 2025. Mais ouais, le rythme va être vraiment infernal. Et là, il faut compter... le premier match de Coppa Italia, c'est le 4 décembre. Le 8e de finale. Coppa Italia, Juventus, 8e de finale, 4 décembre à définir. Ah, bah, je pense que ça va être... ouais, oui, quoique sur le principe, c'est possible, puisque le premier, il y a contre Lecce, le 8 contre Bologne. Donc oui, il y a un trou au 4. Bah, après, ouais, l'une des rares fois où vous n'avez pas un match tous les 3 jours. 3-4 jours. Donc oui, ouais, sur le principe, c'est possible. C'est possible. Après, le calendrier, il est infernal. Donc, il est vraiment infernal. Et bon, c'est
Mais après, si en plus il y a des joueurs internationaux, ce sera encore pire puisque eux n'auront quasiment pas de repos. Donc, De son côté, qui aura aussi la Coupe du Monde des clubs. c'est ça. Et la Coupe du Monde des clubs en fin de. Enfin, au mois de juin ou au mois de juillet. Je crois que c'est de juin à juillet si je ne dis pas de bêtises. Et il y a la Super Coupe d'Italie aussi, que j'ai oublié. C'est un tournoi, ce sera un tournoi à 4 également, incorporé normalement au mois de janvier. Donc, c'est. Ça sera une saison, franchement, il va y avoir de la casse et j'espère que ce sera, s'il y a de la casse, j'espère que ce sera le plus tard possible, mais il y en aura de la casse. Malheureusement, il y en aura, des joueurs vont jouer trop de matchs et à un moment donné, les organismes ne peuvent pas. Là, on va être sur un rythme limite de NBA, quoi. Des équipes qui jouent vraiment. Oui, là, clairement. Pour le coup, là, c'est vraiment des équipes qui jouent tous les 2-3, en fait 2-3, voire maximum 4 jours. Alors peut-être avec les trêves internationales, si les joueurs ont un peu moins de temps de jeu, ça peut aller. Mais sinon, tu comptes club, Ligue des Champions, ensuite les matchs de Coupe, Super Coupe qui vont s'intercaler. Ben, tu es sur du 3 jours quasiment tout le temps. Et là, j'ai sorti, par exemple, là tout de suite, on vient de parler du calendrier de la Juve. Jusqu'en 2025, c'est surchargé. Surchargé de matchs. Je t'ai pas compris, là, Cyrus. Je disais que, concernant, vu qu'on a parlé là du calendrier de la Juve, on voit bien que, à minima jusqu'en 2025, puisque j'ai pas fait le reste, hein, c'est quand même hyper chargé, si ce n'est surchargé, et que il y a de fortes chances que certains joueurs le payent tôt ou tard, malheureusement. Surtout qu'on a la malchance, entre parenthèses, que l'année prochaine, enfin, pas l'année prochaine, mais l'année d'après, soit une année Coupe du Monde. C'est-à-dire que déjà que la Juve risque de terminer sa saison plus tard, puisqu'il y a la Coupe du Monde des clubs, ben, derrière, la saison d'après sera encore une fois une saison à rallonge, puisque année Coupe du Monde. Donc les organismes, ils vont commencer à un moment donné à siffler. Et si ça casse pas cette saison, ça va sûrement casser l'année d'après. Malheureusement. Ça, de toute façon, mais je pense que je serai pas que. Je pense qu'il n'y aura pas que la Juve qui va avoir des problèmes comme ça. Bien sûr qu'il n'y aura pas que la Juve. Malheureusement, il n'y aura pas que. Mais bon, à voir. On verra bien ce que ça donnera. Ce que cette longue saison amènera au niveau des clubs, des blessures, etc. Sur ce, on se retrouve demain pour parler de ce qui s'est passé notamment en Italie, en Allemagne, en Angleterre également. On peut peut-être encore donner le classement de l'Espagne. C'est ça, et donc, effectivement, je te laisse donner le classement de l'Espagne avant de rendre la tête. Alors qu'on vient de passer l'heure de jeu dans le match entre le Real et le Real Madrid et le Betis Séville, et il y a toujours 0-0. Donc toujours pas de but pour notre Kylian national. Le Barça seul à avoir fait carton plein. Et le Villarreal suivent à 8 points avec 2 victoires et 2 défaites. 2 victoires, 2 matchs nuls. Le Girona est à 2 victoires, 1 défaite et 1 match nul, sont à 7 points, tout comme Alaves et Osasuna. Le Real est actuellement hors des places européennes. Ceci n'est pas un exercice. Le Real est actuellement 7e. Si le score resterait là avec 6 points. Une seule victoire pour 3 matchs nuls. Le Celta Vigo suit ensuite avec le même nombre de points que les Merengues. Leganés et Mallorca sont 9e et 10e avec 5 points. On a 5 équipes à 4 points. Le Rayo Vallecano, la Real Sociedad, l'Athletic Bilbao, l'Espagnol Barcelone et le Real Valladolid. 2 équipes à 3 points qui ne sont pas relégables. Retafe et le Betis, qui pourraient encore prendre des points en fonction de l'issue du match contre le Real. Et pour l'instant, les 3 dans la charrette sont Las Palmas, Séville et Valence.
Valence, qui est la seule équipe à avoir déjà perdu 3 fois cette saison. Donc, ça pue pour les Tchèques. C'est noté. Et maintenant, du coup, sur ce, on peut se saluer et se dire bonne soirée à demain pour l'Angleterre, pour l'Italie et pour l'Allemagne. C'est cela, exactement. À demain. À demain, bonne soirée, mec. Bonne soirée. Bonne soirée.